Bonjour à Aerosmith. J'ai le plaisir donc justement d'être avec Étienne qui lui est un petit peu le grand gourou des attractions et plus particulièrement des coasters. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu vite fait l'historique, les trucs à savoir sur cette attraction exceptionnelle qui est Aerosmith? Alors, en fait, Aerosmith s'est décliné déjà en plusieurs versions, je pense qu'on peut commencer par là, avec donc une première version aux États-Unis qui a ouvert en 99 et une seconde version ensuite, chez nous en France, à Walt Disney Studios, qui a ouvert elle en 2002, donc si je dis pas de bêtises, quasiment en même temps que le parc. C'est à l'ouverture du parc. À l'ouverture du parc directement. Et donc on a eu on a ces deux attractions qui sont quasiment identiques dans leur exécution, donc le parcours au niveau sensation, au niveau aussi expérience, vitesse, caractéristiques, à peu près tout. Par contre, elles vont être différentes dans leur histoire, parce que même si les deux abordent le rock, même si les deux ont de la musique embarquée, l'histoire ne se déroule pas de la même manière. Ah non, c'est complètement différent. En Floride, donc l'attraction elle est localisée au Hollywood Studios aussi, dans une zone qui est un petit peu fait exprès autour de tout ça qui s'appelle le Sunset Boulevard. Alors déjà l'entrée est complètement différente parce que tu rentres sous un véhicule de coaster inversé qui est magnifique et le bâtiment est décoré avec une immense guitare Fender Stratocaster. Et en fait l'histoire de l'attraction en Floride, c'est que le groupe veut aller à un concert. Ils sont en retard pour y aller, mais ils se trouvent embêtés parce qu'il y a des gens qui sont avec eux en train de les regarder et ils les emmènent avec eux avec non pas des soundtrackers mais des super stretch limo, qui sont des limousines super allongées et ils vont les emmener avec eux rejoindre leur concert qu'ils vont faire justement à Los Angeles. Et c'est vraiment différent parce que le pré-show est quasiment sur le même format où tu es dans leur studio d'enregistrement, mais par contre toute la gare c'est thématisé comme si tu étais dans un parking. Ouais. Et c'est assez bizarre. Une fois que tu es embarqué dans le véhicule, en fait, tu vas être propulsé sur l'interstate, sur les autoroutes pour pouvoir aller plus vite au concert. Le circuit, comme tu le dis, est exactement le même. Il n'y a aucun truc qui change. Mais à l'intérieur, ils n'ont pas de fumée, ils n'ont pas de spot, ils n'ont pas de trucs comme ça. Ils ont plutôt des décors un petit peu à la Peter Pan pour le sol, avec des petites voitures qui passent, des trucs comme ça. Et il y a également des petits panneaux de signalisation que tu traverses. C'est très carton-pâte, mais c'est une expérience qui au final est complètement différente. Mais du coup, on a vraiment ces deux attractions qui techniquement sont très proches. Et donc après, je sais pas si tu veux une petite partie un peu technique. Ah bah oui, attends, j'ai invité EDB, c'est pas... Donc voilà, on va partir tout de suite. Alors en termes de hauteur, il faut comprendre que c'est une attraction qui est propulsée. Donc en hauteur, elle atteint 24 mètres, mais en soi, elle est propulsée initialement, donc la hauteur n'a que peu d'intérêt finalement. Et c'est surtout que ça se passe dans un bâtiment fermé, dans un building. Et en gros, on est propulsé donc de 0 à 92 km/h environ, après ça change un peu les virgules, tout ça, en donc 2,8 secondes. C'est énorme. Ce qui est très très bon, et ça a toujours été une attraction qui, en tout cas pour ma part au début, m'a toujours tétanisé par son accélération. Et c'était en plus un vrai taquet au départ. On avait une espèce de coup de poing qui nous propulsait d'un coup avant d'atteindre la vitesse maximum et puis d'entamer le parcours qui commençait directement après la propulsion par une inversion. C'est quand même assez intense, et puis on se retrouvait direct la tête en bas sans trop comprendre ce qui se passait pour le coup. Donc non, c'est une attraction qui déjà au niveau de son parcours est très impressionnante. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a passé la première partie, donc avec cette propulsion, cette inversion, ça reste quand même assez gentil parce que ça va être de grandes courbes, des zones de frein, des choses comme ça. Mais vu qu'il y a la musique qui rythme tout, puis donc les effets, donc chez nous à Walt Disney Studios et aux États-Unis, on a ce côté effet plus carton-pâte et moins lumineux, tout ça. Donc on a quand même ces éléments qui vont agrémenter le parcours et qui vont donc pour le coup rendre l'expérience un peu plus sympa. Tu connais la longueur du circuit ou... Je crois que c'est 1200 mètres, 1134 mètres comme je viens de le lire. Ah oui, je suis con, j'ai la page devant moi. 1134 mètres. Ouais. C'est quand même un bon coaster en soi. Dès qu'on dépasse les 1000 mètres en général, ça commence à être long. C'est pas juste, ça commence à être plus que correct en termes de longueur. On reste dans l'idée de la thématique, on reste dans l'idée des différences et similitudes. À Disneyland Paris, l'histoire est complètement différente que celle de Floride. Mais pour aller un petit peu plus précisément dans cette histoire de thématisation, parce que tu parles de soundtracker, tu parles de pré-show, de studio, il faut savoir que tout l'univers de l'attraction Disneyland Paris se passe à l'intérieur d'une société fictive qui s'appelle Tour de Force Records. Et Tour de Force Records, en fait, elle a sa place au Walt Disney Studios d'une façon un petit peu particulière. Parce qu'il faut savoir que toutes les attractions des Walt Disney Studios ont une histoire et elles sont toutes capillotractées pour la plupart d'entre elles. Mais en tout cas, Rock 'n' Roller Coaster, en fait, se situe dans la zone backlot du parc.
Et la zone backlot, c'était un petit peu la zone de danger et la zone où on mettait tous les effets spéciaux, mais également une autre zone qui était en fait là où les studios de cinéma louaient des bâtiments à d'autres sociétés pour qu'ils effectuent d'autres activités. Là, les Walt Disney Studios ont loué le bâtiment 8 et 9 à une société qui s'appelle Tour de Force Records, qui est un studio d'enregistrement, mais aussi un studio de prototypage, d'où le truc que tu racontais avec le coaster. C'est pour ça que quand tu fais la file d'attente, tu passes par l'intermédiaire du studio A, B et C, mais en gros, l'histoire, c'est ça. C'est bien, mais c'est incompréhensible. C'est vrai que, surtout quand le coaster a ouvert en 2002, pour nous, c'était juste un grand 8 de base, quoi. C'est vraiment quand tu commences à t'intéresser à l'histoire de l'attraction où tu dis « Ah, mais en fait, les trains, c'est ça. Ah, je comprends un peu mieux. » Si tu parles pas français, le pré-show, il est pas traduit, il y a rien. Ouais. Enfin, c'est beaucoup moins clair que l'attraction qui est en Floride, où là, tu comprends clairement que tu vas à un concert dans une limousine. Là, en fait, tu vas être passager d'un prototype de son, comment un coaster réagirait au son de la musique. Il faut savoir que dans l'histoire de pourquoi Aerosmith, est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi Aerosmith ou Alors, pas du tout? Je sais que c'était très galère, que c'était une très grosse partie de l'histoire de rock de trouver le groupe. C'est très compliqué. Pourquoi Aerosmith? J'avoue que je sais plus du tout. Alors, il faut savoir que à l'époque où l'attraction a été imaginée, ils savaient déjà qu'ils voulaient faire quelque chose sur le rock'n'roll et sur un coaster. Ça, c'était Rock'n'Roller Coaster était déjà défini. Et ils ont cherché pendant plusieurs mois des groupes pour attacher à cette attraction. Il faut savoir que Kiss a été envisagé. Ouais, Kiss, ça aurait été trop chelou, quoi. Kiss. Mais il faut savoir qu'il y a un petit film qui est sorti aux alentours des années d'ouverture du premier Rock'n'Roller Coaster qui a plutôt bien marché. Un film avec Bruce Willis qui se passe dans l'espace. Armageddon. Armageddon, effectivement. Et il faut savoir que Armageddon utilise les musiques d'Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Et du coup, ils avaient déjà un lien et un pas en fait dans la Walt Disney Company. Et ce qui fait qu'ils ont fait, allez, on prend Aerosmith. Alors franchement, Aerosmith, je ne sais pas, j'ai pas les détails ou quoi que ce soit, mais ils ont pris un sacré cachet pour faire ça. Mais ils avaient également une exigence dans le coaster. Et l'exigence dans le coaster, c'était qu'une des chansons de leur dernier album, qui, je le précise, avait bidé, doit être dans le coaster. Et toutes les autres, Disney avait le droit de choisir dans le catalogue, quoi. C'était un truc de malade. C'est trop fort. Mais voilà pourquoi Aerosmith dans Rock'n'Roller Coaster. Mais en gros, ça c'est pour l'histoire de l'attraction. Maintenant, on va passer à une autre partie qui est un petit peu le but de cette vidéo, c'est le ressenti personnel et le pourquoi est-ce que cette attraction nous a marqué. Vas-y, je vais te laisser commencer. Tu me laisses commencer? Ah ouais. Quel honneur. Ah ouais. Alors, moi, la première fois que tu as fait l'attraction, c'était quand? C'est ça qui est assez fou. C'est que la première fois que j'ai fait l'attraction, c'était pas ma première montagne russe, parce que j'avais déjà fait BTM et Casey Junior. Waouh, Casey J'avais Junior. 5 ans, hein, j'avais 5 ans à l'époque. Donc quand je suis retourné à Disney à mes 10 ans, à peu près, 9-10 ans, enfin 10 ans, je me suis retrouvé à rentrer dans Rock. C'était ma première vraie montagne russe. C'est ça qui avait quand même une saveur particulière. Et alors, donc, je ne connaissais rien en montagne russe. Moi, à la base, j'étais passionné par les trains, tu vois, donc à la base, Chouchou train. Ouais. Donc bon, j'étais normal. Et je suis rentré. Et comme les gens qui étaient à côté de moi, mes frères, mes sœurs qui étaient là, elles m'avaient dit en fait, c'est un coaster qui m'a expliqué. Je suis pas sûr qu'il y ait des inversions et tout. Ça me rappelait plus des masses, tu vois. Je suis plus sûr qu'il y ait une inversion. Ah, puis je crois qu'il y a plusieurs parcours. De toute façon, non, en fait, c'était plusieurs trains, tu vois. Mais voilà. Donc il y avait tout un micmac comme ça. Moi, dans ma tête, je me dis oui, c'est le gros bordel, mais ça a l'air d'être fun, quoi. Et puis on m'a dit de toute façon, tu verras quand tu vas arriver dans la gare, tu vas voir le train partir. Qu'on disait tout à l'heure, et tu vas pouvoir te dire est-ce que tu as envie de monter dedans ou non. Bon, on fait le pré-show, je comprends rien, mais c'était marrant. Et on arrive dans cette zone de lancement, et au moment où j'arrive, je me colle à la barrière, on me dit regarde, j'ai à peine à distinguer un train, je sais quoi ce bordel, tu vois. Et je vois à peine des gens assis, je me dis s'y foutent, et là je vois le train partir pleine balle, avec le bruit. Yes. Et tu sais, il y a eu ce côté de. J'ai été tétanisé, je pense, dans mes souvenirs, mais à la fois j'avais tellement envie de le faire parce que je venais de voir sous mes yeux un train, ce qui me passionnait à la base, disparaître. et j'étais en mode, mais attends, comment ils ont fait ça? Moi j'avais la tête des TGV, des RER dans la tête, tu vois, donc j'étais en mode, c'est nul, c'est chiant, c'est un peu barbant. Là, il y avait ce côté fun qui en une fraction de seconde m'a marqué et m'a chopé. Et c'est à cause de ça que je suis devenu fan des trains de montagne russe et que j'ai complètement délaissé l'autre univers. Et quand je me suis retrouvé face à donc cette montagne russe, on m'a dit, tu veux le faire? Je dis, oui, tu vois, ok, je veux le faire. T'avais quel âge donc, du coup ça j'avais 10 ans. 10 ans.
Et les gens le savent, les gens qui me suivent ma chaîne le savent. Ça a été le déclencheur de ma passion et aussi le frein énorme qui a été mis aux sensations. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et donc je me pointe dans l'attraction, je m'assois, je me rappellerai toujours. Donc en plus on est vraiment assis très bas parce que le quai est assez haut, donc on s'assoit vraiment sous le quai. Donc on dépasse à peine du quai, puis quand t'as 10 ans et que tu fais 1m20 c'est encore pire. Là, t'as le harnais qui t'arrive là. Je faisais quoi. 1m30, je faisais pile la taille, tu vois, un truc comme ça, donc c'était vraiment... 1m20. Ah, c'était 1m20 1m20, tu vois, je vais faire 1m... Ah oui, parce que je ne pouvais pas faire Space Mountain à l'époque. Ouais. Donc dis-toi, voilà, je faisais moins d'1m30. Donc j'étais vraiment pas épais, pas grand. Je suis pas toujours pas, mais bon, quand même, c'était encore pire. Et je me suis retrouvé donc dans le truc, il y a le train qui part, donc j'entends tout le bruit. Et donc tous ces petits bruits, ces petits scintillements, c'était complètement dingue. Et je me suis Ça va retrouvé... être un petit peu plus de base dans le virage. C'est ça, genre quand t'attends, t'as ça qui est diffusé et tu te dis mais pourquoi il parle, mais qu'est-ce qu'il... Parce qu'en plus moi il n'y avait pas ce côté trop thématisation, je connaissais pas, tu vois. Dans ma tête c'était une attraction, genre on va vraiment faire une zone d'essai, tu vas vraiment faire un truc, tu vois. Et donc je me mets dedans, je m'assois, donc on monte, voilà, on ferme les harnais, il vérifie, j'en avais pas peur. J'avais cette appréhension de dire je vais découvrir quelque chose que je ne connais pas, mais j'avais pas peur, les sensations pour moi ça n'existait pas à l'époque. Donc on fait le virage, on s'arrête, le train recule légèrement, j'entends tout le bruit et tout, et puis je crois qu'à ce moment-là je me suis dit tiens, ça pue. Tiens, je me suis peut-être embarqué dans un truc que je maîtrise pas et je vais prendre cher. qui est pas vraiment voilà. Et au moment où je vois le 3, 2, 1, 0, le train part et là je me décompose. Je meurs instantanément parce que la sensation qu'il y a dedans est quand même assez intense. Rock en termes de propulsion au départ, faut se rendre compte que ça reste une attraction très intense. Moi, elle m'a fumé la tronche. Et je suis sorti de là, j'étais tout blanc, j'ai plus refait d'attraction pendant super longtemps. Ah ouais. Pendant Elle t'a calmé. Pendant 4 ans, j'ai pas pu refaire Rock. J'ai fait à 14 ans Rock. Ça t'a calmé. La tour pareil, la tour que j'avais fait juste avant pareil. J'ai dit c'est mort, tu vois. Parce que je venais de faire la tour avant, ça m'avait pas posé plus de problèmes que ça, tu vois. Et non, Rock, il y avait ce côté, et il m'a tétanisé. Et pourtant, c'était la base de ma passion et ça m'a fasciné. Je vouais un culte pour cette attraction, non pas de elle est fabuleuse, de techniquement parlant, l'univers qu'il y a autour et tout, c'était complètement dingue. Et encore là, pendant que j'en parle, j'ai encore tous ces bruits de la gare qui sont mais mythiques. Le sound design de Rock'n'Roller Coaster en France était incroyable. Il était incroyable. Il avait ce côté numérique, synthétique, le tic des véhicules était magnifique. Ouais, ça, et comme je sais aujourd'hui que les montagnes russes avec du son me marquent beaucoup plus, parce que je suis très attentif à ça, et au sound design, tout ça, c'est vrai que celui-là, ça a été vraiment le début, et ça a été un mélange de tous ces éléments-là. Alors, mis à part le fait que j'ai été tétanisé par cette attraction, pendant 4 ans où je peux plus le refaire, j'ai pas arrêté de regarder des vidéos dessus, de me renseigner dessus, d'écouter, d'aller dans le la file reportage d'attente, de Travel Channel, tu l'as regardé ça, 200 tu vois. fois. Genre j'y allais et je passais la file d'attente au dernier moment, je traversais pas, enfin voilà, je l'ai pas dans le train, mais je voyais quand même le départ se faire parce que je voulais voir ça, je voulais à chaque fois voir cette attraction et elle me fascinait et j'avais qu'une envie, c'était de la dompter et de réussir à la comprendre. Puis quand c'est arrivé, quand j'ai réussi à la dompter, j'ai une vidéo que je n'ai jamais montrée à personne. On veut la vidéo. Non, parce que j'avais déjà prévenu que les gens l'auraient pas. Je la montrerai peut-être à toi un jour, mais voilà. C'est une vidéo où 4 ans après, j'y remonte dedans. Donc et 14 tu m'entends 14 ans. Et tu m'entends hurler de joie parce que en fait la propulsion se passe et je suis en mode oh je la maîtrise, tu vois, genre ça va, tu vois, genre elle est hard, tu vois, mais je suis pas mort à l'intérieur, donc c'est bon. Et vraiment il y a ce côté là et je sais pas, cette attraction, donc c'était la base de ma passion, donc en fait elle a une valeur énorme pour moi. Elle m'a marqué, tous les petits bruits, toutes les petites choses m'ont marqué et sont restés comme ça. Et pour moi cette gare et ce départ en fait c'est vraiment si je devais classer les coasters vraiment que en fonction de l'affect et ce qui du coup biaise tous les autres trucs possibles, ouais, elle serait quasiment la première, si ce n'est au moins dans les premières, juste pour ça. Et est-ce que tu serais capable de chiffrer la fois où tu l'as fait le plus dans une journée? Ouais, ça doit être entre une petite dizaine de fois, toute petite. Et en tout, tu estimes l'avoir fait plus de combien de fois? À peu près, hein. Ouais, je dois être peut-être 70 fois, au grand max. Ah ouais, c'est pas si énorme que ça. Non, parce qu'à l'époque, quand j'avais de 10 à 14 ans, je l'ai pas fait, tu vois. Ouais. Et en fait, après, faut savoir que j'ai une époque où j'allais plus en cours parce que ça me saoulait. Et j'avais un pass Disney, donc j'allais à Disney en fait. Et tout seul, 2 fois, voilà. Et je le faisais 2-3 fois en fast-pass. Donc en fait, c'était juste comme ça. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de fois. Mais sinon, à la base, j'aurais jamais dû le faire autant. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une fois où il y avait cette histoire de high speed sur Rock. Absolument. Faut qu'on en parle de ça. Parce Absolument. Que, qui dit montagne russe propulsée, dit que une montagne russe, quand on veut la faire tourner et lui faire des tests, en général, faut qu'elle chauffe. Donc plus elle va chauffer, plus elle va faire de tours, plus elle va aller vite. Et en fait, jusqu'à arriver à un certain niveau quand même. Et en fait, il faut comprendre que pour permettre au train de finir le parcours quand il est froid et à vide,
il faut propulser plus. Soit on met des mannequins remplis d'eau pour faire du poids, simuler le visiteur, soit on propulse à vide. Et donc Rock avait cette particularité sur les premières propulsions à vide, d'être propulsé en high speed, donc en survitesse, pour compenser de quelques kilomètres heure, c'est pas non plus, voilà, mais... Non, je crois que tu passais de 92 à 96, 98. C'est ça. Mais ça fait quand même une énorme ça différence. se ressent. Ouais. Et un jour, donc j'avais jamais fait en high speed, parce que j'avais pas l'occasion, et un jour, elle tombe en panne. Et elle tombe en grosse panne, tu vois, le truc vraiment... Rock, voilà. Et j'étais tout seul, et je me pointe devant l'attraction, et puis je vois qu'elle est en panne, je dis, bah tiens, j'ai rien à faire, parce qu'à l'époque, j'ai rien à faire. Je vais me pointer devant et je vais rester devant. Donc je commence à parler avec un mec de sécu, on délire pas mal d'ailleurs, machin, bon bref. Et puis j'attends qu'elle réouvre, et j'ai attendu une bonne heure quand même, tu vois, devant comme un con. Et puis on passe pour leur faire après, je savais qu'il allait être encore valide. Et bon bah j'attends, puis l'attraction ouvre, je rentre parmi les premiers et tout, voilà. Et j'avais ce petit doute de est-ce qu'elle est en high speed ou pas, et le mec, je sais pas si c'est un mec de sécu ou peut-être c'est un employé. cast member, c'est un cast member. Et qui du coup me dit, je lui demande est-ce qu'il est en high speed et tout machin. Et il me dit oui, là il me précise qu'il l'est. Parce qu'en fait, quand tu sors un train, parce que je connais Rock'n'Roller Coaster parce que j'ai eu la chance de travailler dessus pendant 2 ans quasiment. Quand tu sors un train du garage, il faut qu'il fasse 3 tours en high speed. C'est ça. Le premier tour est obligatoirement à vide, mais les 2 autres, tu mets des visiteurs dedans. C'est ça. Et donc du coup là il m'expliquait qu'ils avaient relancé totalement l'attraction parce qu'elle était fermée pendant peut-être 2 ou 3 heures. Moi j'avais une heure devant mais elle était fermée depuis bien longtemps avant. Ce qui fait que là il était en high speed, c'était comme une réouverture machin et tout, et que j'ai pas fait tous les tests en mode 15 tours chaque fois parce qu'il savait qu'à tourner c'était une pièce qui avait merdé et point quoi. Et donc il me disait voilà, là il est en high speed. Et du coup c'est ce jour là tout seul, j'ai réussi à le faire en high speed. Et le mec m'avait laissé choisir la place, tout ce qu'on avait pas mal de dire. Et donc j'avais fait en high speed et c'est je crois la seule fois que j'ai fait en cette version là. Et c'était un mythe en fait ce high speed pour moi au moment où j'allais attendre devant. Je sais même pas si c'était vrai, j'avais demandé cette... C'est une question de quelques kilomètres heure mais qui fait vraiment la différence. Putain ça fait bien la différence. Ouais. Et j'avais kiffé mon ride sur Rock. Et autre chose, je n'ai jamais eu un train sans son. Parce que des fois ça arrivait que le train n'ait pas de son. T'as eu beaucoup de chance. Et je crois que alors j'ai déjà eu des trains où le son s'arrêtait à la moitié ou quoi, mais techniquement tout le départ et tout j'avais toujours le son. Ça c'était cool. Quant à moi, Rock'n'Roller Coaster, je l'ai fait. Il est ouvert le 16 mars. Je l'ai fait le 21 mars. Putain. Je suis allé 5 jours après l'ouverture des Walt Disney Studios avec un pote à moi. On avait même séché les cours pour y aller. Maman, je suis désolé. On a tous fait ça. Et du coup, on a été sur ce parc qui m'avait beaucoup surpris. Je ferai une vidéo, je pense, un jour spécialisée sur le parc Walt Disney Studios parce que ce parc était complètement what the fuck. Et forcément, il y avait personne à Rock. Forcément. Et un peu comme toi, je rentre, je comprends rien à ce qui se passe. Je me dis, ouais, c'est quoi le délire ? Je parlais déjà un peu anglais, donc j'avais compris le pré-show. Je disais, ouais, bon, on va faire un grand 8, quoi. En fait, pour moi, c'était Rock, on va faire un grand 8, le manège, quoi. Et le launch m'avait sidéré à voir, mais à faire, c'était... je sais pas, j'ai du mal à expliquer le plaisir que ce launch arrivait jusqu'à la fin à me procurer. C'était tout bête, et c'est vrai qu'après sur le reste du circuit je me faisais chier, hein. Mais tu te faisais chier, c'est moins t'es en redescente quoi. Mais le launch pour moi valait absolument tout sur ce coaster. C'est vraiment ce qui faisait la force et ce qui faisait la bonté de ce coaster. Et puis après, vu que je suis vraiment rentré dans cette histoire de Disney fan, où j'ai appris à comprendre, ah bah tiens, le train arrive en gare, le logo est vert, donc je vais avoir 2 Deluxe Like Lady, tu vois, j'étais super content. Et c'est vrai que ce coaster, c'était... c'est horrible à dire, mais c'était un de mes coasters préférés aussi. Comme toi, hein, j'ai pas fait beaucoup de coasters dans ma vie à cette époque-là, quand j'avais donc du coup 2002, j'avais 16 ans. J'avais pas fait beaucoup de coasters, mais j'avais déjà fait BTM, j'avais déjà fait Space, j'avais déjà fait De la Terre à la Lune, j'avais déjà fait tous les parcs Astérix, tous les coasters des parcs Astérix. Mais ce coaster pour moi était au-dessus de tous les autres. Et pourtant, j'adore Space Mountain De la Terre à la Lune. L'expérience elle-même était formidable, mais au moment où Rock commençait à tourner, on était quasiment vers déjà Space Mountain Mission 2, qui pour moi est déjà une catastrophe en elle-même. Mais j'adorais l'univers. J'adorais le rock, j'adorais cet esprit folle, cet esprit de concert, cet esprit... Les fumées, tu vois, c'est vrai que moi de rentrer dans le bâtiment et sentir cette fumée, c'était incroyable. Et c'est vrai que ce coaster m'a marqué vraiment, mais il m'a marqué encore plus après. Parce que quand j'ai commencé à travailler à Disney en 2004-2005,
Donc j'ai commencé ma carrière à Discoveryland. Après, je suis parti sur Armageddon. Et c'est vrai que Armageddon et Rock font partie de la même équipe. Donc du coup, on a eu une fois un jour ce qu'on appelle une classe évac. C'est-à-dire, les cast members de Rock'n'Roller Coaster s'exercent à évacuer une attraction. Et du coup, on me dit, ce soir, classe évac Rock'n'Roller Coaster. Nickel, moi ça me va, pas de souci. Et donc on savait qu'on allait se faire évacuer au plus haut point de Rock qui s'appelle la zone 3. Je sais pas si on fera un débrief des zones, machin, je pense pas parce que c'est trop compliqué. Mais du coup, on fait le train fait son départ, fabuleux, formidable. Et on arrive dans cette fameuse première zone de frein qui est très haute. Hein. Si le coaster fait 24 mètres, peut-être qu'elle doit être à 18 mètres de hauteur. Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça. Il s'arrête. Et là, mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Veuillez rester assis, nous allons allumer les lumières de travail. Et là, j'ai découvert Rock sous un autre angle. Et c'était la première fois où je voyais Rock'n'Roller Coaster allumé. Et je me suis dit, mais putain, mais en fait, on est dans une pelote de laine, quoi. Et c'est vraiment... là, j'ai fait, waouh, cette attraction est vraiment incroyable. Et j'ai toujours pris plaisir à ça. J'ai eu après l'opportunité de travailler dessus, qui par contre ne m'a pas apporté beaucoup de bons souvenirs, en étant honnête. J'ai 2-3 anecdotes que je raconterai un jour sur mes vidéos anecdotes, mais c'était pas drôle à travailler dessus. Parce que c'est un coaster. Et un coaster, c'est tu te baisses, tu fermes les harnais, clac, 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 t'appuies, tu dispatches, clac, 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 t'appuies, c'est très répétitif. Et moi qui est quelqu'un qui aime bien faire du spectacle, qui aime bien animer, bah là j'avais zéro marge de manœuvre. Non. C'était pure capacité. Et donc souvenir cast member pas trop, même si je kiffais le costume. Et ouais, la petite veste en cuir avec le logo Tour de Force, c'était tellement bien. Et c'est vrai que ce coaster, c'est le coaster qui m'a le plus marqué avant que je découvre d'autres univers, on va dire, et d'autres coasters. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et on va parler d'un jour terrible pour nous, fans de Rock'n'Roller Coaster. D'une honte. Le 1er septembre 2019. Alors, moi, j'ai pas eu la chance d'être là pendant la fermeture de Rock'n'Roller Coaster, mais j'avais de la chance parce que j'étais en Floride. Ouais, c'est ça. L'un dans l'autre, c'était quand même bien, tu vois. L'un dans l'autre, c'était cool, mais j'ai pas pu faire la dernière semaine. Tu as fait la fermeture, toi, de Rock ? J'ai fait la fermeture. Et alors ? Est-ce que t'étais ému de la voir partir ? C'était... En fait, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était la fermeture. Parce que déjà, j'étais venu quelques jours avant pour faire ma propre fermeture. Genre, je l'ai fait pour une dernière fois. Ouais, c'est ça. J'ai fait mes derniers tours 5 jours avant. C'est ça. Ouais. Ce qui fait que le jour même, j'étais en gueule de bois. À midi, je me suis retrouvé sur le parc en mode putain, en fait, faut que je vienne le jour de la fermeture. Donc, c'était un peu bizarre. Et je me pointe sur le parc et juste pour Rock. Clairement, juste pour Rock. Et déjà, il y avait une ambiance très particulière parce qu'il y avait un nombre de fans. C'était complètement dingue. Et c'était le bordel. C'est-à-dire que tout le monde passait par la sortie. Tout le monde passait par les fast-pass. C'était un bordel. T'avais quoi, peut-être 1 heure et 1 heure et demie d'attente. Et les gens qui étaient là, qui faisaient leur journée classique, quoi, qui voulaient profiter de Rock comme tous les jours, bah non. Ils comprenaient pas parce que vraiment tout le monde, même nous on avait des fast-pass. Alors il y avait des gens qui étaient avec nous, qui travaillent là-bas, qui avaient pu avoir des fast-pass, donc on pouvait passer, on n'a pas non plus abusé, on n'est pas passé 40 fois, on a dû faire juste 30. Non, 2-3 fois, on est resté super calme là-dessus. Mais voilà, on était passé quand même de mes souvenirs devant des gens, tu vois. Et tout le monde faisait ça, et nous on faisait ça dans le sens où on faisait dans les règles de l'art, tu vois. Mais il y en a qui s'en foutaient, qui passaient avec 15 fast-pass, il y en a qui se sont fait choper en train de démonter la machine à fast-pass avec les clés, parce que c'est le dernier jour, on nique sa mère. Alors vraiment, c'était n'importe quoi. Il y en a, ils passaient par la sortie, enfin par l'entrée handicapée, donc par la sortie d'attraction, tu vois. Ouais, au Chicken Run, ouais. Et ça, par contre, je trouve ça dégueulasse parce que, genre, non, tu vois, genre, autant les fast-pass, génial, mais tout le monde le faisait. Et on va dire que là, c'est une sorte d'accord tacite entre les fans et voilà. Mais tu passes pas devant. Enfin, je trouve ça pas ouf de prendre la place de. Bon, bref, c'est un autre débat, mais voilà, j'aimais pas. En tout cas, le fast-pass, c'était moins bâtard. Et je crois qu'on a fait la file d'attente classique quand même. Mais c'était déjà très bizarre. Ensuite, Disney avait pas géré son truc. Donc, ils avaient fait n'importe quoi. C'était réservé le soir pour les Inside Ears. Bon, ça à oui, pourquoi pas, tu vois. Mais ils avaient voulu empiéter sur la soirée vraiment des gens. Parce que le parc fermait genre à 19h et genre à 17h ça ferme quoi. Voilà, en fait, en gros, ils avaient fermé la zone, la grande zone, la grande allée qui allait sur Rock, il avait fermé en amont. Donc nous on était en mode putain, on avait fait des tours, mais on s'est dit on n'a pas pu faire notre dernier tour, on se dit là c'est le dernier. Ouais. Il y a ce moment quand même d'émotion quand tu te dis c'est ça. Là je sais que c'est le dernier. C'est vraiment très particulier et ils avaient bloqué. Bon, on dit bah tant pis, on va se promener un peu dans le parc et tout. Et là, on a quelqu'un qui nous dit putain, revenez, ils viennent de rouvrir. Et là, je parle avec les mecs qui venaient de nous bloquer, qui nous avaient super mal parlé en plus, qui nous disent ah bah finalement on ouvre parce que. Trop de tension. En fait, visiblement sur les réseaux, c'était en train de péter, genre en mode c'est quoi cette honte et tout machin. Et du coup, bah les gens avaient gueulé, ça avait réouvert. Donc, déjà, première chose. Ensuite, les gens voulaient avoir le dernier train. Ce qui fait que des cast members avaient donné un ticket dernier train à des gens en disant voilà, c'est vous le dernier train, comme ça personne se battra.
c'était faux, tout le monde s'est battu quand même pour le dernier train. Ce qui fait que eux étaient assurés, donc il y avait une équipe de 20-25 personnes, enfin, je sais plus, qui était là en mode bon bah c'est nous, on a le dernier train, on est tranquille, et tout le monde dans la file d'attente qui attendait, qui se mettait dans des coins de la file d'attente pour se cacher, pour laisser passer les gens et pour être sûr d'être dans le dernier, genre c'était n'importe quoi. Nous on est passé, on s'en foutait et on entendait dans le haut-parleur la sécu qui dit en fait c'est simple, dans 5 minutes on remonte la file, chaque personne qu'on double, on l'excluse de l'attraction, il ne fera plus l'attraction. Donc il y avait un côté très mal organisé et du coup bordel avec les fans qui faisaient un peu n'importe quoi, mais c'est compréhensible, tu vois, les gens ne pouvaient plus, ils voulaient faire l'attraction une dernière fois. Et donc moi j'ai fait partie peut-être des 15 derniers trains, mais on est monté dans l'attraction, on a fait les derniers tours et c'était je sais pas, genre c'était ultra émouvant de faire les derniers tours de cette attraction. Et il distribuait et alors voilà, ce livre qui a été fait donc par l'équipe, c'est pas je crois que c'est l'équipe Insiders qui l'a fait. Et je connais la personne qui a designé ce bouquin, c'est celui qui a fait le logo de cette chaîne, mais bon c'est pas une petite anecdote. Quel honneur. Mais un super bouquin qui retrace l'histoire de l'attraction, un petit peu de ce qu'on vient de faire aujourd'hui, avec des dessins, des photos de la fermeture, enfin vraiment un beau bouquin de qualité qui est dispo en PDF, hein, je crois, sur pas mal d'endroits. Peut-être, oui, il est sûr, il y a moyen, ouais. Et pour avoir ce bouquin à la base, fallait venir le matin, à l'ouverture, prendre un fast-pass au moment où ils ouvraient. Donc les gens faisaient que pour le fast-pass, c'est assez marrant. Et je crois qu'il fallait ensuite passer par le fil fast-pass et donner le mot de passe, je crois que c'était Sweet Emotion, un truc comme ça. Je crois que c'est ça le mot de passe, je suis plus sûr, hein, à vérifier. Et donc il fait référence à l'un des soundtrackers. Et donc à ce moment-là, on donnait un livre en échange. Ça c'était à 8h du mat. Comme je vous ai dit, je suis arrivé à midi et j'avais fait une soirée la veille. Donc j'avais pas vraiment. Est-ce que t'as dit Sweet Emotion ou ils te l'ont donné direct? Que dalle, moi je savais même pas qu'il y avait un livre à récupérer. Et à ce moment-là, il y avait déjà plus de livres. Là, c'était fini. Bon, en vrai, il en restait, mais ils en avaient plus donné. Je sais qu'il y en a des gens qui ont attendu 2h le matin qui n'ont pas eu de livre. Et donc, nous, on fait notre journée, comme j'ai dit, voilà, on se retrouve donc à faire notre dernier tour, on sort de l'attraction, et là, on attend. Parce que moi, je me suis dit, j'ai envie de voir la fin, tu vois, j'ai envie de la voir, la fin. Et donc, chaque train qui arrivait, on applaudissait, machin et tout, c'était une ambiance de fou, les cast members étaient mais adorables, ils étaient à fond, ils étaient trop contents, et nous, on l'était aussi, enfin, c'était génial. Et puis, donc au fil des trains qui passent, on voit qu'il y a un peu de plus en plus de gens dans la gare, mais on était quoi, peut-être une cinquantaine à tout casser, grand max, sachant que le matin, je t'ai dit, il y avait 2 heures d'attente, donc il y a dû avoir peut-être 1500 personnes quand on est venu le matin, tu vois, et le soir on trouve dans la gare à 50 personnes. Donc bon, ça c'est une première chose, mais bon, du coup à la fin il y a vraiment que des gens qui étaient accros à l'attraction, qui avaient une histoire très proche de l'attraction, qui étaient vraiment très proche de l'attraction. Après il y a des gens qui aussi avaient dû partir plus tôt pour des raisons X ou Y qui leur étaient, voilà, ça c'est normal. Mais du coup on avait vraiment un petit groupe de gens dans cette gare, et ça se vidait pas beaucoup, tu vois. Et donc à la fin, le dernier train qui arrive, on applaudit, on fout un bordel monstre, on prend des photos avec les cast members et tout, enfin c'était vraiment génial. Et à la fin, donc la sécu nous dit bon bah je suis désolé, on va devoir vous sortir, évacuer, tu vois. Sachant que les insiders, ça faisait genre 1h et demie qu'ils attendaient de rentrer, tu vois. Donc on a vraiment empiété de ouf. Et là ils ont dit bon bah là faut se casser gentiment, donc tout le monde a dit oui bon bah, très bien on se casse. On a encore applaudi, voilà tout ça. Et puis on sort, et au moment de passer la porte, il y a un cast member qui arrive, qui avec 2 cartons, qui pose, qui fout un coup de cutter, couvre le carton et qui dit voilà pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin, vous avez mérité un livre. Et donc il donne un livre à tous les gens qui étaient là. Parce qu'ils avaient dit, bah ouais, les gens qui sont venus le matin, bon bah ils méritaient un livre, c'est un peu le deal. Mais ceux qui étaient là le soir, vous êtes. Enfin, en gros, ils disaient, j'ai envie de dire, on était des vrais fans, et les autres non. Oui, non, mais non, mais d'avis, tu vois. Mais vous êtes restés jusqu'au bout, voilà, donc reconnaissance. C'est hyper condescendant de dire ça, mais. Et donc, du coup, t'as vendu le tien sur eBay à 90€. Exactement, et tu le tiens dans les mains parce que c'était une arnaque. Non, mais du coup, voilà, moi j'ai récupéré un livre que je m'attendais pas du tout à avoir, et je m'en foutais un peu de base. Et quand je l'ai eu, déjà j'étais content parce qu'il y avait ce côté genre je vais pas l'avoir et je l'ai eu, une petite fierté. Et puis quand j'ai ouvert le livre, j'ai feuilleté le livre, j'ai dit putain en fait il est beau et ça raconte l'histoire du coaster. Et il est vraiment sympa ce bouquin. Et putain en fait et à ce moment-là la valeur du livre a commencé quand je me suis rendu compte que le coaster était vraiment fermé. Et quand je me suis rendu compte que j'avais le livre dans les mains, j'ai dit ok là il est cool. Et à ce moment-là c'était génial. Mais cette petite anecdote est folle de se dire qu'ils ont pensé au dire bon voilà les gens qui sont restés jusqu'à la fin, on peut leur donner un livre, c'est plutôt cool. Et j'ai trouvé l'attention géniale et ça fait plaisir quoi. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, la seule façon de faire Rock'n'Roller Coaster, c'est d'aller en Floride, mais va y avoir... J'ai un doute. Oh, je sais pas. J'ai un doute. Franchement, je vais avoir le plaisir de retrouver l'attraction, parce que le circuit ne change pas, mais... Oui. Je sais pas. Ça tombe, ça va être un truc de ouf. Moi, j'ai peur. Moi, je me dis, voilà, soit ils arrivent à recréer donc, une atmosphère différente dans la gare, mais tout aussi intéressante. C'est-à-dire que du coup on peut avoir ce côté ok c'est très différent mais on a encore ce soundtrack, ces choses là qui vont être vraiment hyper prenantes mais différentes, ce qui peut être très bien. Soit ils vont totalement foirer, je sais pas, moi je me suis même imaginé, se trouve ils vont peut-être bloquer la vue du départ. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Parce que non mais bloquer la vue du départ ce serait une erreur d'empêcher les gens de le voir. Je sais pas, ça dépend s'il y a des beaux pré-shows et tout. Ah mais ouais. Des images qu'on a aujourd'hui, on tourne cette vidéo, on est mi-novembre 2021, on n'a pas vraiment beaucoup d'infos.
On sait à quoi ça va ressembler de l'extérieur. On a 2-3 concept art, mais on verra ce que ça donne. Moi, je suis pas spécialement hypé. Je suis hypé de retrouver Rock en soi, Voilà mais, pour la machine. mais pas hypé de ce truc-là. Donc, Moi, bon. je suis entre les deux. C'est-à-dire que je m'attends à être soit déçu, soit être content. Pas trop de neutralité à ce moment-là. Mais voilà, pour le coup, je me Bon, dis, de ça toute façon, peut nous surprendre. ça tombe, on va kiffer et on va trouver ça extraordinaire. On verra ce que ça donne. En tout cas, Étienne, merci à toi d'être venu pour cette vidéo. Et Ça me merci fait énormément pour, plaisir. Parce pour que l'accueil. je savais très bien que si j'invitais Étienne, je faisais une vidéo de 2h15, mais bon, ça c'est pas grave. ça faisait partie des risques. De rien. Mais t'as une chaîne YouTube qui est spécialisée sur les parcs d'attractions en général. Tu fais du on-ride, tu fais du vlog, tu fais surtout un truc que j'aime beaucoup, c'est les EDB World, où tu expliques des moments marquants dans le monde des parcs. Que ça soit des accidents ou que ça soit l'histoire ou l'historique d'un constructeur ou d'un type d'attraction. Le lien est évidemment dans la description, c'est très cool. Et puis, quant à vous les amis, nous on se retrouve sur Twitch. T'as pas encore Twitch? Pas encore, mais Il ça faut viendra. que tu fasses Ça va Twitch. venir. Il faut que tu fasses Twitch. Mettez dans les commentaires, est-ce que Étienne doit faire un Twitch? Ça serait super sympa. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt sur Twitch ou sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Merci à vous et puis je vous dis ciao, bye. Allez, salut!